à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé pour les clients du cabinet réductionimpôt.fr en co-organisation avec l'équipe d'Altaroc qui va nous présenter aujourd'hui une manière assez pertinente d'investir dans le private equity. Nous sommes en compagnie d'Olivia Cohen de la distribution d'Altaroc qui va pouvoir répondre à nos questions en direct de deux manières, soit via le bouton chat que vous trouvez en bas à droite, ce seront des questions du coup qui seront visibles par la totalité des participants, ou de façon anonyme via le bouton questions avec le petit point d'interrogation en bas à droite qui vous permet de poser des questions que seule Olivia verra. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Bertrand, je reste à votre disposition pendant toute la durée du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, donc soit sur l'onglet chat, soit sur l'onglet questions. Je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez par la suite également d'autres questions, vous pourrez également me les poser ou les poser à Bertrand qui viendra également me voir. Voilà. Je vais donc descendre sur scène. Hop. Et je vais laisser Frédéric Stollard commencer le webinaire et vous parler d'Altaroc, le fonds de private equity. Merci Olivia et merci Bertrand. Peut-être ce que je vais faire, si ça te convient Bertrand, je vais me présenter d'abord en termes de parcours, peut-être 3-4 minutes sur moi, d'où je viens et d'où viennent les associés fondateurs du projet Altaroc. Ensuite, je vous présenterai la stratégie d'investissement d'Altaroc. Et enfin, je commenterai le produit qu'on est en train de commercialiser en ce moment avec les équipes de Bertrand. Voilà. Alors, 2 mots sur moi. Donc, moi, j'ai 57 ans, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait l'école centrale à Paris. J'ai ensuite travaillé au GIAT Industries comme ingénieur de l'armement. Et puis, je suis parti faire un MBA aux États-Unis à la Wharton Business School. Je suis rentré en fin 90 en France. J'ai rejoint, donc je travaille dans le marché du private equity depuis 32 ans maintenant. Je n'ai fait que ça. J'ai rejoint un fonds de private equity qui s'appelait Apax Partners en fin 90. J'y ai passé 4 ans avec Maurice Chéniaud, qui était un des 3 fondateurs mondiaux d'Apax Partners. Et on va voir qu'il reviendra dans le projet dans quelques instants avec moi. Après 4 ans chez Apax, j'ai été recruté par un des plus gros fonds américains de private equity qui s'appelle Warburg Pincus, avec qui j'ai passé 8 ans à Londres. Et puis, en janvier 2001, après 8 ans chez Warburg Pincus, j'ai été recruté par 2 familles industrielles. Une famille belge qui s'appelle la famille Albert Frère, une famille québécoise qui s'appelle la famille Paul Desmarais. Et pour le compte de ces 2 familles, j'ai lancé un nouveau fonds de private equity basé à Paris que nous avons appelé Sagard et que j'ai dirigé pendant 19 ans. C'était un fonds de private equity qu'on appelle mid-market, qui se concentrait sur des sociétés qui valaient entre 100 et 500 millions d'euros. Nous étions investisseurs majoritaires dans ces sociétés. On a lancé un premier fonds de 600 millions d'euros en janvier 2001, puis un deuxième fonds d'1 milliard en décembre 2006 et un troisième fonds d'1 milliard en décembre 2013, avec un tour de table très concentré de 25 familles industrielles francophones. À côté des familles Frères et Desmarais, nous avions, un tour de table assez exceptionnel de familles qui souhaitaient, au-delà des capitaux qu'ils engageaient dans les fonds Sagard, apporter le meilleur de leur réseau d'affaires aux sociétés qu'on accompagnait pour donner, du sens à leur investissement. Donc, on avait les Dassault, les Peugeot, les Arnaud, les Mullier, les Sellières, les Bettencourt, les Fourier, les Lestezay. J'en oublie. On avait 25 familles de très, 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 très grande qualité. On a accompagné 37 LBO sur la période. J'en ai conduit 23 moi-même et on a livré sur les 20 ans 23% de rendement annuel net en moyenne sur la période. Donc, une performance de très, très grande qualité. Et en termes de multiples de mise, pour ceux que ça intéresse, le multiple de mise cash on cash, sur chacun des 3 millésimes, on a livré en moyenne 2,3 fois la mise nette aux investisseurs. Donc, ça faisait clairement de Sagard un des meilleurs investisseurs de la zone mid-market Europe, ce qu'on appelle un fonds premier quartile, donc dans les 25% des meilleurs fonds européens. Je suis parti il y a un peu plus de 2 ans parce que, pour plein de raisons, après presque 20 ans avec la famille Desmarais, j'avais envie de créer un projet plus personnel, plus entrepreneurial peut-être, et dans lequel je serais plus associé au capital et peut-être plus maître de mon destin. Donc, je suis parti en très bon terme avec toutes les équipes que j'avais recrutées, en très bon terme avec toutes les familles pour qui j'avais travaillé. Et j'ai eu une idée simple en tête, c'est que nous avions 25 familles dans le fonds Sagard. L'engagement moyen des familles était de 40 millions d'euros pour un fonds d'1 milliard. On ne prenait pas de clients à moins de 15 millions d'euros pour des raisons de simplicité de gestion, je dirais, pas du tout pour des raisons d'arrogance.
on était capable de lever 1 milliard tous les 5 ans, on n'était pas capable de déployer plus en fait, et on préférait gérer 25 familles à 40 millions en moyenne que 250 familles à 4 millions. Et donc, un client aisé qui voulait rentrer chez Sagard ne pouvait pas le faire parce que le ticket d'entrée était très élevé. Et la réalité, c'est que si vous souhaitez investir dans les très bons fonds de private equity mondiaux, vous ne pouvez pas le faire pour plein de raisons, entre autres parce que le ticket unitaire d'entrée est très élevé. Et donc, un des sujets sur lesquels j'ai réfléchi, sur lequel je me suis penché, c'est comment permettre à des clients privés de se construire un portefeuille mondial d'exception dans du private equity. Et moi, je pense que pour construire un bon portefeuille chaque année, il faut 6 ou 7 fonds de private equity. Eh bien, quand le ticket d'entrée dans un fonds est de, on va dire, de 20 millions de dollars en moyenne, si vous voulez vous construire un portefeuille de 6 fonds, il faut entre 120 et je dirais 150 millions de dollars. C'est pas à la portée de beaucoup de gens, à part quelques familles extrêmement fortunées. Donc, je me suis dit, il faut fabriquer une plateforme qui permette à des clients privés, chaque année, de façon simple et clé en main, de se construire un patrimoine mondial de private equity, un portefeuille mondial de private equity de premier plan, à partir de 100 000 euros. C'était la révolution Altaroc que je voulais engager. Donc, j'ai beaucoup parlé à des distributeurs, j'ai rencontré énormément de fonds de private equity. J'ai aussi rencontré sur mon chemin, j'ai retrouvé sur mon chemin Maurice Chéniaud, qui était mon boss il y a 32 ans, et qui m'a dit, pardon, Frédéric, j'adore ton projet, j'aimerais m'associer à toi pour lancer cette initiative. Et donc, j'ai rejoint Maurice il y a un an et demi même. On a lancé ensemble l'initiative Altaroc dont on va vous parler aujourd'hui. Maurice, donc, je viens du monde du private equity, je navigue dans cette industrie depuis 32 ans maintenant. J'ai créé un fonds de toutes pièces, j'en étais le patron pendant presque 20 ans. Donc, je connais intimement cette industrie. J'ai mené beaucoup de LBO moi-même, avec pas mal de succès. Et mon associé Maurice Chéniaud, lui, est une figure de l'industrie. Il est un des 3 fondateurs mondiaux d'Apax Partners. Il a créé Apax Partners en 72, avec Ronald Cohen à Londres et Alan Patricof aux États-Unis. Maurice a vraiment, je dirais, créé les codes de l'industrie du private equity en Europe. Il sortait d'Harvard en 70 et il a lancé avec ses 2 amis de l'université un premier fonds, un très gros fonds de private equity à l'époque. Il était petit mais très gros pour l'époque, qui s'appelait Apax. Voilà. Donc, Maurice connaît bien cette industrie. Il a été président de toutes les institutions de tutelle du private equity pendant de nombreuses années. Et puis, il a fait quelque chose d'assez intéressant il y a presque 30 ans, après avoir lancé Apax et convaincu les institutionnels de rentrer dans le monde du private equity. Il a souhaité convaincre les particuliers d'investir en private equity en 95 avec une initiative totalement innovante à l'époque qui s'appelait Altamir. Il a eu l'idée de doter une société cotée, une coquille cotée de 10 millions de fonds propres, dont il en avait 65% à l'époque. Et il a proposé aux clients privés, par la bourse, d'investir en private equity aux côtés d'Apax France. Et donc, je dirais la proposition de valeur d'Altamir, c'était de dire aux clients qui souhaitaient investir dans cette société cotée, si vous venez avec nous, on va co-investir avec Apax France, pari passu, sur un paquet de deals. Et à chaque fois que nos 10 millions d'euros, en tout cas la quote-part d'investissement qu'on aura réalisé à côté d'Apax France sera vendue, eh bien, nous réinvestirons les profits, enfin même ce qu'on appelle les proceeds, on réinvestira l'intégralité de la valeur dans des prochaines transactions. Et donc, Maurice a créé un des premiers véhicules qu'on appelle Evergreen, dans lequel, à part un petit dividende de 2-3% par an, l'intégralité des revenus des transactions est réinvestie aux côtés d'Apax France. Ces 10 millions d'euros engagés en 1995 valent aujourd'hui 1,5 milliard. Donc, les fonds propres d'Altamir aujourd'hui, c'est 1,5 milliard, pas de dette. Et l'intégralité des actifs d'Altamir investis dans les fonds Apax ou à côté des fonds Apax. Bon. Alors, quand Maurice vous dit « j'ai fait 150 fois la mise » et j'ai permis aux investisseurs qui m'accompagnent de faire 150 fois la mise sur la période, évidemment, c'est très impressionnant, mais il aime bien insister. N'oubliez pas, ça ne fait que 21% de rendement par an pendant 28 ans. Alors, c'est très intéressant et je voudrais que vous gardiez ça en tête. Des rendements à 2 chiffres sur des périodes très longues, ça fait des multiples de mise absolument considérables et ça donne une idée de l'intérêt et de la puissance de la classe d'actifs du private equity. Alors, Maurice m'a dit il y a un peu plus d'un an, Fred, viens, on fait ce projet ensemble. Et ce que j'aimerais, d'abord, j'ai toute une équipe chez Altamir qui peut t'aider au niveau opérationnel pour lancer ton projet Altaroc. Et puis aussi, je voudrais moi-même, enfin, avec ma casquette Altamir, je voudrais diversifier le patrimoine d'Altamir au plan mondial. Je voudrais élargir la base de fonds qu'on accompagne parce qu'on n'est que Apax. Et je voudrais une exposition beaucoup plus mondiale au private equity. Et pour faire ça, j'aimerais être le premier investisseur ou le plus gros investisseur de tous les fonds Altaroc que tu vas lancer. Voilà, donc on s'est associé avec Maurice. Je dirais, Maurice m'a apporté plusieurs choses. Sa marque, quelque part, parce que c'est une figure de tutelle de l'industrie.
Le track record d'Altamir, qui est un investisseur institutionnel magnifique et qui, parce qu'il sponsorise nos fonds, nous apporte une crédibilité institutionnelle dès le premier jour. Et puis toute l'infrastructure des équipes Altamir qui font ça depuis plus de 20 ans et qui connaissent intimement le monde des fonds d'investissement et le monde des fonds de fonds institutionnels. Et donc, on est capable de produire des reportings de qualité institutionnelle comme un reporting de qualité de société cotée, puisqu'Altamir est coté et les équipes qui produisent des reportings d'Altamir le font pour Altaroc depuis 1 an maintenant. Voilà, donc on a démarré, Maurice et moi, ce projet il y a un peu plus d'1 an. On s'est donné 4-5... Alors, notre idée depuis le départ était de construire une plateforme qui commercialise en B2B2C. Donc, nous ne vendons pas, ou anecdotiquement aux clients privés, on vend par des professionnels du conseil, comme réduction d'impôts, donc les équipes de Bertrand. Donc, on a privilégié dès le premier jour le B2B2C. Et pour faire ça, on a construit une plateforme servicielle pour servir nos distributeurs de façon 100% digitale. On a mis 5 mois à bâtir la plateforme l'an passé et on a lancé le premier millésime le 15 octobre. On s'était fixé comme ambition avec Maurice de collecter 50 millions d'euros sur 8 semaines, entre le 15 octobre et le 31 décembre, sachant que notre collecte, elle est longue d'habitude parce qu'il faut qu'on convainque un distributeur, il faut qu'on forme un distributeur, il faut qu'on forme ses équipes au produit, à la plateforme de souscription digitale et qu'à son tour, il présente le produit à des souscripteurs potentiels, ses clients ou des prospects. Voilà. Donc, on a typiquement un cycle de vente qui est long et on s'était dit 50 millions de collectes, c'est un bel objectif. Et finalement, en l'espace de 8 semaines, on a eu 270 millions d'euros de bulletins signés. Donc, très, très au-delà de nos attentes. Donc, on avait un petit problème, on n'avait pas assez de papier pour honorer la demande des distributeurs qui, eux-mêmes, ont été surpris par le succès de cette première campagne. Donc, on a clôturé le premier fonds à 180 millions, avec à peu près 1000 souscripteurs en l'espace de 10 semaines l'année dernière. Donc, un vrai succès pour ce premier millésime, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et on s'est fixé comme ambition cette année une collecte de 500 millions autour du millésime 2 d'Altaroc, dont je vais vous parler. On a engagé la collecte de ce second millésime depuis le 1er avril 2022. Et aujourd'hui, on a collecté un peu plus de 250 millions depuis le 1er avril sur une ambition de collecte à 500. Donc, il reste un peu moins de la moitié du millésime à distribuer. Voilà. La différence majeure, c'est que l'année dernière, nous étions 4, Maurice Chéniaud et moi. Et puis, au niveau, je dirais, opérationnel, l'équipe, j'avais 2 personnes à plein temps avec moi, le directeur financier et la patronne du contrôle de gestion. Et donc, on était une petite équipe de 4, assez entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous sommes 26 personnes. Il y a 22 autres personnes qui nous ont rejoints, de parcours très différents, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, on a aujourd'hui constitué une équipe de premier plan à mes côtés pour lancer cette initiative industrielle qu'on a appelée Altaroc. Voilà un peu où nous en sommes. Donc, 2 entrepreneurs expérimentés du monde du private equity. Je fais ça depuis 32 ans maintenant. Maurice fait ça depuis 50 ans et on est, je dirais, dans le monde retail, on n'est pas très connu, mais dans le monde institutionnel, on a plutôt très bonne presse, Maurice et moi. Nous sommes 2 investisseurs très chevronnés, très aguerris, avec un bon track record et on connaît intimement le monde du private equity. Voilà un peu la genèse de l'histoire, voilà l'envie qui m'avait animé dans ce projet et voilà pourquoi Maurice Chéniaud, qui connaît intimement cette industrie, a décidé de m'accompagner sur ce projet magnifique. Voilà un peu pour nos parcours respectifs. Alors, ce que je vais faire, je vais partager avec vous une présentation sur la plateforme que nous avons construite. Voilà. Alors, je nous ai présenté, je vais pas refaire je nous ai présenté Maurice et moi. Et sur le produit qu'on commercialise, le concept est très simple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vous permettre, alors à partir de 100 000 euros, parce que 100 000 euros, c'est le montant imposé par l'AMF, pour l'instant, on ne peut pas faire moins. Il faut donc être ce qu'on appelle un investisseur averti, donc capable d'engager 100 000 euros sur 5 ans, c'est-à-dire 20 000 euros par an. À partir de 100 000 euros d'engagement sur 5 ans, 20 000 euros par an, on vous construit tous les ans un portefeuille. Donc, vous allez souscrire dans un fonds. On va l'appeler fonds, mais c'est surtout un portefeuille. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce portefeuille? Eh bien, vous allez avoir un portefeuille de private equity mondial. Je vais vous en décrire la construction, mais de qualité équivalente à celui que les plus grands institutionnels mondiaux se construisent chaque année quand ils investissent en private equity, ou équivalent à celui que les plus grandes familles mondiales se construisent quand elles investissent chaque année des centaines de millions d'euros dans le private equity. Et la révolution Altaroc, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de vous offrir à partir de 100 000 euros un portefeuille clé en main qui nécessite au moins 200 ou 300 millions d'euros pour le construire et une vingtaine de personnes professionnelles de ce marché-là pour être capable de craquer les accès et les relations qu'on a avec les fonds de private equity de façon à vous bâtir ce portefeuille. Donc, on vous a construit, clé en main,
distribué à travers votre partenaire, réduction impôt, un portefeuille de qualité institutionnelle en private equity mondial. C'est ça la proposition de valeur. Sur 80% du portefeuille, vous aurez 6 fonds d'exception de private equity mondial. Et sur 20% du portefeuille, vous aurez des co-investissements, 7 co-investissements, que nous ferons sans frais et sans carry d'interest, exclusivement à côté des fonds que nous avons accompagnés. Donc un portefeuille de 80% d'engagement primaire dans des fonds mondiaux et de 20% de co-investissement direct fait exclusivement à côté de ces fonds. C'est ça la poche qu'on a construite et c'est ce type de poche-là que les familles très fortunées se construisent chaque année, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de montants considérables, et ce qu'on a rendu possible aujourd'hui en 100% digital à travers vos partenaires distributeurs, c'est de vous le rendre accessible à partir de 100 000 euros. C'est ça la proposition de valeur Altaroc. Alors, les équipes de réduction d'impôt nous ont demandé de résumer de façon simple pourquoi c'est intéressant d'investir dans Altaroc. Je sais que vous aurez des questions tout à l'heure, mais je voudrais mettre en avant 6 points importants qui illustrent pourquoi vous pourriez être intéressé par investir dans notre plateforme. La première, on va le voir tout à l'heure, c'est que la classe d'actifs private equity a livré sur les 50 ans passés des performances remarquables. Et donc, vous pouvez aujourd'hui, si vous décidez d'investir dans notre plateforme, vous exposer à une classe d'actifs aux performances très intéressantes. La deuxième chose, vous le verrez aussi tout à l'heure, c'est que notre ambition, c'est pas de vous livrer la moyenne du private equity mondial, c'est de vous exposer à ce qu'on appelle le premier quartile mondial du private equity, donc vous permettre d'accéder à la performance des 25% des meilleurs fonds mondiaux, idéalement du premier décile, des 10% des meilleurs fonds mondiaux, et c'est l'ambition qu'on s'est fixée chez Altaroc. Donc, non seulement vous donner accès au private equity mondial, je dirais, qui est une très bonne classe d'actifs, mais surtout au meilleur du private equity mondial. La troisième raison qui pourrait vous intéresser, c'est de le faire à côté d'investisseurs très chevronnés. Il y a 5000 fonds de private equity qui lèvent de l'argent dans le monde tous les ans. C'est compliqué d'en choisir 6 tout seul quand on ne connaît pas cette industrie parce qu'elle n'est pas très balisée. Et donc, le fait que Maurice et moi soyons aux commandes, je pense que c'est un élément de nature rassurante. Alors, je vais mentionner un point très important, j'aurais peut-être dû le mentionner dès le début. Maurice et moi avons pris l'engagement d'investir 33 millions d'euros chaque année à titre perso dans nos fonds. Donc, Maurice plus Fred, on investit 33 millions d'euros dans chaque millésime. Donc, non seulement on est très engagé personnellement, réputationnellement, physiquement dans ce projet, mais on est aussi très engagé financièrement parce que c'est une façon fantastique pour nous d'investir notre patrimoine personnel. Et en termes d'alignement d'intérêts, on paye les mêmes frais que vous et on est parfaitement aligné avec nos clients puisqu'on est les premiers souscripteurs de chacun des produits qu'on commercialise. Voilà. 5e raison, on va vous exposer au private equity en vous donnant accès non pas à un fonds, non pas à 4, 5, 6 fonds, mais à un portefeuille construit avec une stratégie extrêmement claire. On a une vision très claire des segments du private equity auxquels on veut être exposé et à l'inverse, des segments auxquels on n'a pas envie d'être exposé, des secteurs et des géographies sur lesquelles on veut être exposé. Et je vous présenterai ça tout à l'heure. Donc, l'idée qu'on veut mettre en avant ici, c'est que le portefeuille Altaroc vous permet de vous construire une stratégie patrimoniale en private equity globale et mondiale, et de façon très diversifiée en un seul portefeuille. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et enfin, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on a fait chez Altaroc est digital. Parce qu'on n'aurait pas pu travailler avec cette volumétrie sans être digital le premier jour. Ce qui est intéressant quand on est digital, c'est qu'on peut être totalement transparent et que nous, on souhaite être totalement transparent pour vous aider à donner du sens à ce que vous faites. On veut vous permettre de suivre du doigt, enfin de suivre et de toucher du doigt, je dirais, l'économie réelle que vous avez décidé d'accompagner en investissant dans les millésimes Altaroc. Et vous pouvez donc suivre à tout moment, en temps réel, sur notre site altaroc.pe, la composition exacte de nos millésimes et de façon plus intéressante, les sociétés qui le composent et l'actualité des sociétés qui le composent. Et donc, on vous offre une transparence absolument incroyable sur l'actualité des millésimes que vous avez décidé d'accompagner si vous investissez dans nos fonds. Voilà un peu les raisons qui résument l'intérêt d'investir dans nos millésimes. Alors, je vais m'appesantir sur quelques-unes de ces raisons parce qu'il y a quelques chiffres qui sont intéressants. Le private equity, qu'est-ce que ça a rapporté par le passé ? Alors, je vous ai mis ici sur ce graphe, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la performance moyenne du private equity en vert clair. Et en gris clair, je vous ai mis la performance moyenne des marchés cotés. Alors, c'est ce qu'on appelle l'indice MSCI World Index. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux choses. En valeur relative, le private equity bat la bourse
de 5 à 7% par an tous les ans depuis 15 ans, 20 ans, 50 ans. Ça veut dire 700 bips par an d'écart en moyenne entre les marchés cotés et le private equity. Alors, je mets en avant cette présentation depuis 1 an et demi. Et France Invest, qui est l'Institut tutelle des fonds de private equity, vient de sortir une étude il y a 1 mois qui confirme absolument ce chiffre. La moyenne du private equity français, alors c'est pas mondial, c'est français, sur 15 ans, elle est de 12,5%. On est pile entre 10 et 15%. Et la surperformance du private equity français par rapport à la bourse sur la même période, tamponnée par France Invest, est de 730 bips, 7,3% sur la période. Donc, en valeur relative, alors, ce qui est important, c'est que le private equity suppose que vous soyez prêt à engager vos capitaux sur 5 à 7 ans. On le verra tout à l'heure. Donc, il y a de toute façon un engagement d'illiquidité. Ça, c'est important. Mais si tant est que vous soyez prêt à mobiliser une partie de vos capitaux sur 5 à 7 ans, eh bien, la surperformance est au rendez-vous et donc vous battrez la bourse. Bon. Ça, c'est en valeur relative. En valeur absolue, ce qui est encore plus intéressant à mon avis, c'est que c'est une classe d'actifs qui, sur très longue période, a livré des retours à 2 chiffres, on va dire en moyenne entre 10 et 15% de rendement. Dans un marché où les fonds euros rapportent à peu près 1%, où les marchés cotés rapportent entre 3 et 5 avec beaucoup de volatilité, où les fonds obligataires perdent de l'argent, où les fonds immobiliers cotés rapportent entre 2 et 4%, avec pas mal d'incertitudes sur la valeur liquidative des actifs dans un monde post-Covid. Je pense que le private equity est un incontournable en termes de performance parce que je ne connais pas d'autre classe d'actifs qui est capable de livrer sur période longue entre 10 et 15% par an. Donc, c'est tout l'attrait de cette classe d'actifs en termes de performance. Bon, ces chiffres commencent à être connus, commencent à circuler. Ils sont très connus dans le monde institutionnel, des caisses de retraite, des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Ils commencent à être connus des particuliers. Alors, il y a quelque chose qui est moins connu par contre et qui est tout aussi intéressant à mon avis, c'est le fait que le private equity, les portefeuilles de private equity sont beaucoup moins volatiles que les marchés boursiers. Alors, pour illustrer ce point, et alors c'est important parce que quand vous décidez de faire un investissement, il faut évidemment apprécier le rendement, mais aussi le risque. Donc, c'est le couple risque-rendement qui est intéressant. Et donc là, on vous a mis sur 45 ans d'histoire, sur l'axe des abscisses, vous avez les années, et sur l'axe des ordonnées, vous avez le rendement des millésimes nés dans ces années. Alors, il y a 2 choses, moi, qui me frappent sur ce graphe. La première, alors là, vous avez la performance moyenne mondiale du private equity. Première chose qui me frappe, cette industrie, en moyenne, n'a jamais perdu d'argent sur 45 ans. Alors, ça ne veut pas dire, pour être très honnête, qu'aucun fonds n'a perdu d'argent. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la moyenne mondiale du private equity sur 45 ou 50 ans n'a jamais perdu d'argent. Donc, l'industrie au sens large n'a jamais perdu d'argent. Alors, je ne connais aucune autre classe d'actifs financiers qui peut afficher ce track record. C'est un premier point. Donc, la plus mauvaise performance moyenne du private equity sur les 50 années passées, c'est 1996, 5% de rendement net. Bon. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que si on regarde la performance du private equity dans les années difficiles, je suis à peu près certain que vous me poserez la question tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment d'investir en private equity? Alors, je ne vais pas préempter la question, mais je voudrais quand même vous donner un éclairage. Prenons les 3 très grandes crises mondiales sur lesquelles on a du recul. On va prendre la crise des subprimes en 91. On va prendre la crise géopolitique 11 septembre 2001 conjuguée à la bulle Internet. Le monde s'effondrait, je rappelle, géopolitiquement. Et puis, on va prendre la grande crise financière de 2008. Et certains me disent, oui, mais la crise dans laquelle on s'engage, Fred, elle est très, très grave. Les gens ont oublié qu'en 2008, les banques s'effondraient. En tout cas, on avait la crainte que les banques s'effondrent, que le système mondial financier ne s'effondre. Et je vous ai mis ici la performance des fonds nés en 2008-2009. Alors, si vous regardez ces 3 millésimes-là, les fonds qui sont nés en 91 ont livré la meilleure performance ever de l'industrie. 32% de rendement en moyenne pour les gens qui ont osé investir en 91. Pour les gens qui ont osé investir en 2001, vous êtes à 23% de rendement net. Et pour les gens qui ont osé investir en 2009, 22% de rendement net. Alors, pourquoi, alors que les marchés cotés sur les mêmes périodes faisaient moins 40 ou moins 50, pourquoi le private equity a sorti des performances remarquables sur ces millésimes d'entrée de récession? Eh bien, pour 2 raisons très simples. La première, c'est que la performance des sociétés, elle est dégradée dans ces périodes économiques. Alors, il faut oser investir à un moment où la conjoncture est incertaine, mais c'est là que la performance économique des sociétés est la plus basse. C'est là que, sur les très beaux actifs, il faut évidemment oser investir. Et les multiples d'entrée, les prix d'entrée sur ces actifs sont évidemment bien plus attractifs en ces périodes complexes
qu'en période de surchauffe. Et donc, la conjugaison de prix d'entrée attractifs et d'assiette d'EBITDA ou d'assiette opérationnelle, quel que soit le benchmark que vous utilisiez, font que c'est bien évidemment à ces moments-là qu'il est le plus opportun d'investir pour ceux qui ont le courage de le faire. Alors, moi, je pilotais un fonds d'origine familiale et les familles m'ont dit en 2009, Fred, on va attendre 2 ans avant que le monde ne se calme. Ce n'était pas du tout ma conviction, mais je sponsorisais un fonds familial, donc on n'a pas investi. Malheureusement pour nous, c'était un millésime d'exception. 8, 9, 10 ont été des millésimes d'exception pour le private equity. Il fallait oser investir dans ces moments complexes. Et clairement, sur les 15 dernières années, les meilleurs millésimes sont ceux qui sont nés dans ces années complexes. Alors, pour insister sur la faible volatilité du private equity, je voudrais mettre un dernier élément en avant. France Invest, qui est l'institut tutelle des fonds de private equity, a commandité une étude il y a 5 ans, il y a 7 ans maintenant, dans laquelle, c'est HEC qui l'a conduite, HEC démontre que si vous prenez un portefeuille de 10 fonds de private equity au hasard, donc un portefeuille diversifié de 10 fonds de PE, la probabilité que vous avez de perdre 25% de votre capital sur les 10 ans de la vie du portefeuille, elle est de moins de 0,5%. Tout ceci pour illustrer le fait que le private equity, de façon intrinsèque, est beaucoup moins volatile que ne le sont les marchés cotés. Alors, la conséquence de ce que je viens de vous exposer, c'est quoi? C'est que si je suis une famille américaine très sophistiquée, on va dire très riche pour commencer, ce qu'on appelle family office aux US, ce sont des familles dont le patrimoine est supérieur à 200 millions de dollars. Ces familles aujourd'hui sont exposées à plus de 32% de leur patrimoine au private equity. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que la surperte de la classe d'actifs et la sous-volatilité de la classe d'actifs était très convaincante, eh bien, ces familles sophistiquées aux États-Unis en sont intimement convaincues. Elles se bagarrent pour rentrer dans des fonds de private equity d'exception. Elles étaient exposées au private equity il y a, je dirais, 24-25% il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça constitue plus de 30% de leur allocation patrimoniale. Voilà. Je pense que c'est intéressant de mettre ça en avant parce que ça vous illustre le fait qu'il n'y a pas de Frédéric Stollard et Maurice Chénieux qui en sont convaincus. Les plus grandes familles de la planète sont très convaincues par la pertinence de cette classe d'actifs. C'était juste pas accessible aux clients privés jusqu'hier encore parce que les tickets d'entrée étaient très élevés. Mais pour celles de ces familles qui ont les moyens de se construire ce patrimoine, elles sont déjà aujourd'hui très exposées au private equity. Alors, je voudrais mettre en avant 2 autres chiffres qui vont illustrer l'importance d'y investir. JP Morgan, qui est une très grosse banque privée, peut-être la plus grosse banque privée américaine en termes de sophistication et de taille d'actifs. JP, ils ont 500 milliards d'actifs sous gestion. Et aujourd'hui, chez JP Morgan, le client privé est équipé en moyenne à 20% de son patrimoine en PE. Le client de JP Morgan, chez JP Morgan, il y a 100 milliards d'actifs en private equity sur les 500 milliards d'assiettes en private banking assets. Donc 20% de taux d'équipement pour le client de JP. Et pour le client de Pictet, en Europe, qui est une des banques privées suisses les plus sophistiquées, il y a 200 milliards d'actifs sous gestion et à peu près 30 milliards de portefeuilles de private equity. Le client de Pictet, il est équipé à 15% en PE. Le client de JP à 20% et la famille qui est plus riche encore, le Family Office US, il est équipé à plus de 30% en PE. Le bon niveau d'équipement en private equity d'une famille un peu sophistiquée, il est compris au nord de 15% en private equity. Voilà. Alors, pour autant que cette famille n'est pas soit appétente au risque et soit prête à engager sur une partie de son patrimoine 5 à 7 ans d'illiquidité. Voilà. Je voulais mettre en avant ces chiffres parce que ça vous donne une idée à la fois de la performance de la classe d'actifs et du fait que de très nombreuses familles sophistiquées, aujourd'hui, ont déjà commencé à s'équiper grâce aux performances de cette classe d'actifs. Alors, deuxième élément, deuxième intérêt d'Altarock, c'est de vous exposer au meilleur du private equity mondial. Je voulais ici vous mettre un graphe intéressant sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. En gris, vous avez la performance des marchés cotés, celle qu'on a évoquée tout à l'heure. En vert clair, vous avez la performance moyenne du private equity. Et en vert foncé, vous avez une nouvelle barre chart qui est la performance de ce qu'on appelle le premier quartile, les 25% des meilleurs fonds. Et alors, on voit 2 choses intéressantes. On voit qu'en valeur absolue et en valeur relative, le premier quartile surperforme très nettement la moyenne du marché du private equity. Quand vous regardez les marchés cotés, le premier quartile des gérants d'actifs cotés surperforme la moyenne des marchés cotés de 150 points de base, 1,5% sur longue période. Eh bien, dans le marché du private equity, ce n'est pas du tout pareil. On est sur, en moyenne, 800 points de base. Donc, le premier quartile, si vous arrivez à y investir, est 8% par an plus performant que les marchés moyens du private equity. Si je fais la transition, on avait dit tout à l'heure que la moyenne du PE, c'était 7% de plus que la bourse.
Le premier quartile, c'est 8% de plus que la moyenne du PE. Donc, quelque part, le premier quartile, c'est 15% de plus par an que la moyenne des marchés boursiers. Ça donne une idée de la surperformance relative du premier quartile mondial par rapport au marché coté. Maintenant, l'autre chose qui est impressionnante, c'est qu'en valeur absolue, sur longue période, le premier quartile mondial du private equity a livré plus de 20% de rendement, plus de 20% par an net de frais et de carry interest. Donc, je voulais mettre ces chiffres en face de vous parce que ça donne une idée de la puissance de la classe d'actifs quand on y est investi chez les meilleurs gérants. Voilà. Alors, nous, chez Altaroc, on a défini, par rapport à ça, notamment 3 critères pour se construire un très beau portefeuille de private equity mondial, et c'est ce qu'on s'attelle à faire. 1, identifier les meilleurs gérants mondiaux et rentrer chez eux. 2, investir sur les bonnes verticales du private equity mondial, à savoir le growth et le buyout. Et troisièmement, se construire chaque année un portefeuille diversifié de gérants parce qu'on n'est pas à l'abri d'un gérant qui aurait été performant et qui viendrait défaillant. Alors, je voudrais revenir une seconde sur chacune de ces 3 règles, elles sont intéressantes. Vous allez dire, Frédéric, identifier les bons gérants et investir chez eux, qu'est-ce que tu nous apprends de nouveau ici? Eh bien, sur les marchés cotés, si vous cherchez les meilleurs gérants de fonds cotés, américains, vous allez sur Google, vous cliquez « meilleurs fonds américains de produits cotés », vous avez en 2 secondes, en un clic, la réponse à la question que vous avez posée et elle est juste. Si vous cherchez sur Google « meilleurs fonds de LBO américains », vous aurez, je l'ai fait ce matin, une publicité pour un institut de formation en private equity. Il n'y a pas d'info. L'info est totalement secrète, elle est totalement opaque. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas 20 ou 25 millions de dollars, aucun fonds américain ne vous donnera même l'accès à l'info Mébo, en tout cas en matière de fonds de premier quartile mondial de qualité. Et donc, obtenir l'information, c'est complexe, mais même une fois que vous avez l'information, être capable de la lire, de la décortiquer, de la comprendre, c'est complexe aussi parce que chaque fonds de private equity a sa manière de reporter. Et donc, il faut être un initié pour comprendre cette industrie et pour être capable de faire ce qu'on appelle un benchmark. Bon. Alors, certains me disent, mais Frédéric, puisque tu vas nous expliquer aujourd'hui quels sont les 5 meilleurs fonds de cette année, est-ce qu'on a encore besoin de toi pour investir dans du très bon private equity mondial? Eh bien, la réponse est oui, parce que l'autre difficulté, quand vous avez identifié un très bon fonds de private equity, c'est d'être capable d'investir chez lui. Pourquoi? Parce que ces fonds sont totalement sursouscrits. Compte tenu de la qualité de la performance historique de ces gérants, tous les investisseurs historiques de ces fonds veulent revenir. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un taux de re-up, un taux de réinvestissement des investisseurs historiques qui est très élevé. Et typiquement, ces très bons fonds de private equity sont ce qu'on appelle sursouscrits 2 à 5 fois. Donc, un très bon fonds qui veut lever 2 milliards, il va avoir de la demande pour, on va dire, 4 à 10 milliards de papier. Donc, la vraie question chez ces fonds, c'est pourquoi est-ce qu'ils vous laisseraient rentrer, vous? Donc, c'est compliqué d'identifier. C'est tout aussi compliqué de rentrer chez ces gérants inaccessibles. Alors, sur le choix des verticales, eh bien, il y a des verticales qui présentent un couple risque-rendement. On a dit tout à l'heure que le couple risque-rendement du private equity en moyenne était très attractif. Il y a certaines verticales qui sont plus attractives que d'autres. Et donc, nous, on a décidé de se concentrer sur un marché qu'on connaît intimement, Maurice et moi, qui sont les marchés du LBO, ce qu'on appelle en français le capital transmission, et les marchés du growth equity, le capital croissance, à l'exclusion de tout autre. Donc, dans nos fonds, par exemple, il n'y a pas de venture capital. Alors, les gens me posent souvent la question, pourquoi il n'y a pas de venture, Fred, dans les fonds Altaroc? Parce que le profil de risque d'un fonds de venture ne correspond pas, à notre avis, à celui d'un client particulier. Je vous donne 2 petites infos intéressantes. Un fonds de venture, sur 100 investis, il va commencer par perdre 50% de sa mise sur les 5 premières années de sa vie. Donc, au bout de 5 ans, 50% du fonds write-off. Sur les 5 ans qui restent, sur 30% du fonds, il va vous rendre la mise. Il va rendre 30 cents sur les 30% du fonds. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, normalement c'est la fin de la vie du fonds, il lui reste 20% non vendus, sur lesquels il va vous demander une extension de 3 à 5 ans. Vous avez récupéré 30% de votre mise au bout de 10 ans. Et la question va être de savoir, entre l'année 13 et l'année 15, est-ce que les 20% du fonds restant vont faire 2 fois la mise, 10 fois la mise ou 100 fois la mise? Évidemment, si les 20% du fonds font 100 fois la mise, le fonds aura fait 20,3 fois la performance et vous serez très content. Mais vous ne le saurez pas avant l'année 14 ou 15. Eh bien, moi, j'ai une conviction. Cette volatilité-là des fonds de venture n'est pas adaptée à un profil de client privé. Donc, on a choisi de se concentrer sur des verticales
dont la volatilité était intrinsèquement beaucoup plus faible. Et donc, on est concentré sur les deux verticales patrimoniales que sont le growth et le buyout. Bon. Alors ensuite, évidemment, il faut se construire un portefeuille diversifié, je l'ai dit, parce que même un gérant qui a été très performant par le passé, même un gérant qu'on estime être très performant, qui sera très performant sur les années à venir, peut connaître des défaillances. Donc, pour lisser le risque intrinsèque à un gérant, on veut diversifier nos portefeuilles. Alors, on pourrait être tenté de faire un portefeuille de 50 gérants, au-delà du fait que ça nécessiterait un portefeuille énorme. Mais le problème que vous avez, si vous faites un portefeuille de 50 gérants, c'est que plus vous mettez de gérants, alors vous diversifiez un peu le risque de gérant, mais le problème, c'est que vous moyennisez considérablement le portefeuille, et donc vous ne livrerez plus un portefeuille premier décile ou premier quartile, mais vous livrerez la moyenne de l'industrie, et ce n'est pas ce qu'on veut faire chez Alteroc. Donc, on a, nous, cette conviction qu'un très bon portefeuille de PE mondial, ça se fait autour de 6 gérants et que ça suffit largement. Un gérant, c'est entre 30 et 40 sociétés par fonds. 6 gérants, ça vous donne une exposition moyenne à 200 ETI sous-jacentes. Si elles sont diversifiées par secteur, par type de deal, par gérant et par géographie, vous avez un portefeuille extraordinairement robuste. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que nous, chez Alteroc, on choisit nos gérants? Eh bien, on a plusieurs critères. Je vous rappelle qu'il y a 5000 gérants qui lèvent des fonds tous les ans dans le monde du private equity. Premier critère, on l'a dit, on se concentre que sur le growth et le buyout. Bon, ça c'est simple, on passe de 5000 gérants à 2000 gérants. Sur les 2000 gérants qui restent, comment est-ce qu'on choisit? Eh bien, on a un premier critère qui est un critère de longévité. Nous, chez Alteroc, on pense qu'un bon gérant de private equity doit faire ce métier de façon éprouvée depuis au moins 30 ans. Vous allez me dire, Frédéric, pourquoi depuis 30 ans? Parce que je pense qu'il faut 30 ans pour bâtir la culture d'un gérant, les process d'un gérant, la gouvernance d'un gérant, les méthodes d'un gérant. Et il faut au moins 5 millésimes avec des vrais résultats cash on cash pour savoir si un gérant est vraiment très bon ou s'il a eu de la chance sur 1 ou 2 millésimes. Donc chez nous, on n'accompagne pas de fonds avant que ce soit un fonds 5 et idéalement un fonds 6. Alors une fois qu'on a mis ce critère de longévité, on a un autre critère évidemment qui est un critère de performance. On veut accompagner des gérants qui, sur les 20 années passées, ont fait au moins 15% de rendement net par an tous les ans, alors en moyenne bien sûr, et qu'on fait en moyenne 2 fois la mise cash on cash sur chacun de leurs derniers millésimes. Alors là, on va passer de 2000 fonds à 300 fonds. Et ensuite, on a appliqué un critère sectoriel et un critère géographique chez Alteroc. Sur la géographie, eh bien, on a une autre conviction très forte. Les meilleurs fonds de private equity mondiaux, ils sont américains. Alors ça fâche quelques-uns de mes amis européens, mais la réalité, c'est que cette industrie, elle est née aux États-Unis il y a 60 ans, elle est née en Europe il y a 40 ans, elle est née en Asie il y a 15-20 ans. Le premier quartile américain, il sort entre 25 et 30% net par an. Le premier quartile européen, il sort entre 20 et 25. Et le premier quartile asiatique, il sort à peine 15%. Donc, nos portefeuilles Alteroc, ils sont 40% Amérique du Nord, US, Canada, 40% européens et 20% asiatiques et reste du monde, Asie, Israël. Au niveau des secteurs maintenant, eh bien, on a une autre conviction très forte, le private equity est cher depuis 2-3 ans. Donc, pour se prémunir contre le fait que le private equity soit cher, on a décidé de se surexposer à des sous-jacents sectoriels qui vont surperformer l'économie mondiale. Parce que la meilleure façon de se prémunir contre le fait que les multiples d'entrée soient élevés, c'est que la société ou les secteurs que vous accompagnez surperforment de façon notoire l'économie mondiale. Donc, notre portefeuille, il va être à 50% sur du software et des télécoms. Il va être à 20% exposé au monde de la santé. Il va être exposé ensuite à 30% à ce qu'on appelle des plateformes digitales. 10 sur les 30 sont des plateformes digitales B2C, des business consumer, des business retail. Et 20 sur les 30 points, des plateformes digitales B2B, des business professionnels. Voici les 4 secteurs sur lesquels on veut être exposé. Donc, vous n'aurez pas, dans les sous-jacents d'Altaroc, des boîtes industrielles. Pourquoi? Parce que payer 13, 14, 15 fois l'EBITDA à une boîte industrielle qui croît à 3% par an en organique, nous, ça nous paraît cher et risqué. Donc, dans nos portefeuilles, si vous venez dans nos millésimes, vous serez exposé aux industries sous-jacentes que je vous ai décrites, avec l'exposition géographique que je vous ai décrite, et sur une exposition growth et buyout. Donc, on a des partis pris assez forts. Maintenant, ça ne veut pas dire que chacun des 6 gérants aura exactement cette exposition géographique et sectorielle. Ça veut dire que le portefeuille consolidé qu'on va vous livrer aura cette exposition-ci. Alors,
Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour vous de construire ce portefeuille à la main? Bon, parce que certains me disent, maintenant que tu nous as tout expliqué, on va le faire nous-mêmes. Bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est compliqué d'identifier ces gérants. Et on passe, je vois à peu près 1000 fonds par an avec les équipes Altaroc, donc ça prend du temps et puis il faut connaître cette industrie. Heureusement que je sais où je veux chasser et que je n'attends pas juste qu'on m'apporte des deals pour décider d'investir. On l'a vu tout à l'heure, le ticket d'entrée chez les gérants est très élevé, à minima 10 millions, plutôt 20-25 millions de dollars chez les très bons gérants. Donc ça rend la création d'un portefeuille complexe pour un client privé. Ensuite, on l'a dit, les bons gérants sont totalement sursouscrits. Donc il n'y a typiquement pas de place chez les très très bons gérants. Il arrive souvent qu'un très bon gérant ne prenne pas de nouveaux investisseurs sur un millésime parce que les anciens souscripteurs veulent tous absolument revenir. Et enfin, c'est un point important, c'est compliqué pour un gérant de private equity de gérer directement des clients privés pour des raisons réglementaires et administratives. Il préférera de loin gérer des clients instit. Donc, même si vous avez les capitaux, le fonds institutionnel préférera de loin gérer des clients institutionnels. Donc, toutes ces raisons font que c'est compliqué pour vous de construire à la main ce portefeuille. Alors, la raison 3 que j'avais mis en avant tout à l'heure, c'est je pense qu'il vaut mieux faire ça avec une équipe de pros. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5000 fonds qui lèvent de l'argent tous les ans dans le monde. Il vaut mieux avoir un compas, une boussole et un Sherpa et savoir où on veut naviguer. Je pense que Maurice et moi, on connaît intimement cette industrie. On a été patron de fonds nous-mêmes. On a créé des fonds nous-mêmes. On a plutôt très bonne presse dans cet écosystème. Eh bien, je pense que notre expérience peut être utilement mise à profit chez Altaroc pour sélectionner au mieux, identifier au mieux et convaincre les meilleurs gérants mondiaux de private equity. Dimitri Bernard, qui a passé 4 ans chez Ardian et 4 ans chez Indosuez, nous a rejoint. Il était le responsable de la sélection des fonds Europe chez Indosuez en private equity. Eh bien, on a ici cette expertise vraiment très importante et très intéressante quant à la capacité de identifier, choisir et sélectionner ce qu'on pense être, nous, les meilleurs gérants mondiaux. Alors, au niveau middle et back office, on a une équipe très costaud aussi. J'ai dit qu'on était 26 aujourd'hui. Donc, l'équipe historique aux côtés de Maurice, c'est Eric Sabia, son directeur financier, Claire Pessard, qui est en charge du reporting et du contrôle de gestion, et Christina Vieira, qui est en charge de la comptabilité des fonds et des fonds de fonds. Cette équipe est avec Maurice depuis très longtemps chez Altamir. Eh bien, on l'a renforcée avec mon arrivée il y a un peu plus d'1 an. Avec l'arrivée d'Édouard Villiers à la tête des opérations, Édouard a passé 20 ans à la direction des opérations, notamment chez JP Morgan Asset Management. Christophe Bourdeau co-dirige les opérations avec Édouard Villiers. Et lui, c'est un spécialiste du private equity. Il connaît parfaitement la tuyauterie institutionnelle du private equity. Il était patron des opérations de Apax et puis plus récemment patron des opérations de Daxicap. On a demandé à un superbe Chief Technology Officer, CTO, de nous rejoindre il y a 1 an et demi, Laurent Laloy, qui était le Chief Technology Officer de Sopra, donc un très très gros calibre. Et puis plus récemment, à Stanislas Almeida, qui est notre Chief Digital Officer, qui a passé 20 ans dans le monde bancaire et récemment était Chief Digital Officer de la BPCE et qui connaît intimement l'animation digitale de réseaux B2B. Et puis, on a, il y a 2 mois, complété une équipe au service client de 3 personnes dédiées exclusivement à répondre aux questions que nos distributeurs partenaires nous posent tous les jours ou que leurs clients privés leur posent tous les jours sur les fonds Altaroc. On a une centaine de questions qui nous sont posées par jour et auxquelles on répond en direct tous les jours. Donc, j'ai dit qu'on était 26, mais ça vous donne une idée de la qualité des profils qu'on a retenus pour accompagner la construction et l'opération de ces millésimes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un élément rassurant pour vous, je pense, c'est le fait qu'Altamir, un gros institutionnel, avec 1,5 milliard de fonds propres, ait décidé de bâtir toute sa stratégie internationale autour des véhicules Altaroc. Je pense que c'est un élément de réconfort important pour vous et un élément de réassurance important. Alors, l'autre point que je mentionnais en début de présentation, qui est important, je pense, et je crois que vous l'avez ressenti, on ne vous donne pas accès à un fonds de PE. On ne vous donne même pas accès à 6 fonds de PE. On a d'énormes convictions chez Altaroc sur les bons secteurs, les bons segments, les bonnes géographies, la bonne typologie de deal. Et on vous a construit un portefeuille de PE avec une stratégie incorporée. C'est ça qui est intéressant. Vous avez un portefeuille très engagé avec de fortes convictions. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. On vous a bâti ce portefeuille. Il est aussi très diversifié puisque en moyenne, vous aurez 200 lignes par fonds, 200 ETI par fonds en transparence, avec chacun des gérants qui n'a jamais fait moins de 15% de rendement, avec ces 200 ETI très répartis par géographie, par secteur, par typologie de deal, par gérant. Vous avez un portefeuille extrêmement robuste. Alors, même si l'AMF va me taper sur les doigts, moi, je dis avec une conviction très forte,
ce portefeuille ne peut pas perdre d'argent sur la durée. Maintenant, ce n'est pas une garantie absolue que je vous donne, mais c'est la conviction très forte que Maurice et moi, on a sur la base de la qualité des gérants intrinsèques qu'on a choisis et de leur track record sur les 20 ans passés. Voilà l'intérêt d'un portefeuille clé en main construit avec de fortes convictions chez nous. Alors, c'est aussi un portefeuille qui est pensé pour les clients privés. À titre d'exemple, tout le reporting est digital. Vous avez une vision digitale complète sur le reporting, la vie des sociétés, évidemment sous-jacentes. Et tout ce qu'on fait est simple. Donc, vous avez 2 appels de fonds par an, alors que si vous souscriviez en direct à 6 fonds de private equity à la main, vous auriez 30, 40 ou 50 appels de fonds par an à faire sous 5 jours. Ici, vous avez 2 appels de fonds par an à faire et on vous donne 3 mois de notification quant au quantum et aux appels à souscrire à chaque fois. Donc, tout a été fait pour les particuliers, pensé par les particuliers sur la gestion du passif du millésime, alors qu'à l'actif du millésime, on a créé un portefeuille de qualité institutionnelle. Et dernier point important, on a fait référencer ce portefeuille chez tous les assureurs vie luxembourgeois. Donc, si aujourd'hui vous voulez souscrire, vous pouvez le faire en tant que personne physique ou en tant que personne morale, votre société, en direct, en compte titre ou en assurance vie luxembourgeoise. Et quand on dit assurance vie luxe, c'est évidemment à travers l'assurance vie ou le contrat de capi, si vous le faites à travers une société au Luxembourg. Voilà. Ça vous donne idée de tout ce qu'on a construit pour le client privé. J'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait est digital. Et donc, vous avez une visualisation en transparence à tout moment sur les portefeuilles et les sociétés sous-jacentes des millésimes. Sur le millésime 1, qui a aujourd'hui presque 200 sociétés, il se trouve, même si on ne l'a pas construit comme ça, puisqu'on a accompagné des fonds qui eux-mêmes ont accompagné des sociétés, il y a 45 licornes mondiales dans le millésime 1, dont 5 licornes françaises, je le mentionne ici, Back Market, Payfit, Spendesk, Conto et Ecovadis. Il y en a 40 autres fantastiques. Il y a des pépites chinoises, australiennes, indonésiennes, turques et américaines. Et je pense que le millésime est fantastique. Et ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est de suivre en temps réel les sociétés qui vous intéressent, les gérants qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent ou les géographies qui vous intéressent. Et bien sûr, Altarox, c'est possible et c'est comme ça qu'on l'a construit. Voilà. Alors, c'était un peu un résumé des raisons qui font que le produit peut vous intéresser. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2021, on a eu 270 millions d'euros de souscriptions. Malheureusement, on n'avait pas tout le papier pour les satisfaire. Donc, on a réduit les souscriptions d'un tiers. On n'a honoré que 180 millions de demandes, alors qu'on pensait en collecter à peu près 50. Et on a eu un accueil absolument extraordinaire d'abord des distributeurs, des banquiers privés et des conseillers en gestion de patrimoine, et puis de leurs clients finaux. Et on a fait souscrire à peu près 1000 personnes dans ce millésime 1. Aujourd'hui, on commercialise le millésime 2022. On a commencé sa commercialisation le 1er avril. On a collecté, je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 250 millions sur ce millésime. Donc, il nous reste un peu moins de 250 millions à commercialiser. Le véhicule est un FPCI, donc c'est un véhicule qui est enregistré auprès de l'AMF, que l'AMF n'autorise qu'aux clients capables d'engager 100 000 euros, ce que l'AMF appelle des clients avertis. Ce sont des clients qui sont capables d'engager 100 000 euros sur 5 ans, soit à peu près 20 000 euros par an. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez souscrire personne morale, personne physique, en direct, en compte titre ou par un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Je vous ai mis ensuite en dessous le niveau de frais de gestion que nous facturons. Donc, si vous engagez 100 000 euros, on facturera 2,5% par an. Et si vous engagez 3 millions d'euros, on facturera 1,65% par an. Donc ça, c'est le niveau de chargement que nous, on applique à nos millésimes. Alors, je voudrais vous donner une idée de la composition des millésimes et je voudrais revenir sur 2 points très importants. La première révolution Altarox, si je peux m'exprimer ainsi, c'est d'avoir rendu possible, pour 100 000 euros, l'accès à un portefeuille global mondial de private equity d'exception, alors que dans le monde d'hier, il fallait encore 200 millions et plus, et toute une équipe d'investisseurs dédiés et professionnels qui avaient les réseaux, la compétence et les accès pour le faire. Donc ça, c'est la révolution 1 de la fusée Altaroc. La révolution 2, c'est que je ne vous dis pas uniquement qu'on va, avec vos capitaux, essayer d'investir dans des fonds d'exception en private equity. Je vous dis autre chose, je vous dis, on a investi pour vous dans ces fonds. Alors, comment est-ce que, alors que mon millésime n'est pas encore intégralement collecté, comment est-ce que je peux vous donner avec assurance le confort qu'on a déjà réservé ou souscrit pour vous dans ces fonds? Eh bien, c'est parce que Maurice Chéniaud, à travers Altamir, ou personnellement, a déjà souscrit ou réservé 80% du millésime avant même que je n'en commence la commercialisation. Donc, Maurice m'a dit en début d'année, Frédéric, si on veut collecter auprès de clients privés, il faut qu'on soit capable de leur donner un niveau de transparence important et surtout un niveau de visibilité important sur le portefeuille qu'on va construire pour eux. Donc, ce que je vais faire avec mon véhicule Altamir ou à titre personnel, je vais souscrire
ou réservé pour le compte du millésime Altaroc 22 à peu près 320 millions de positions. Donc, je vous rappelle que notre fonds 2, il fait 500 millions. Sur ces 500 millions, il y a 400 millions d'engagement dans des fonds et il y a 100 millions de co-investissements. Ces 100 millions de co-investissements, on ne peut les faire que parce qu'on a investi dans des fonds. Donc, le moteur du millésime 2, ce sont de 400 millions d'engagement dans des fonds. Eh bien, depuis début avril, on a réservé ou souscrit pour 320 millions de positions parce que Maurice et Altamir nous ont permis de le faire. Donc, cette visibilité, elle est très importante parce que je vais vous donner maintenant la liste des fonds chez lesquels nous avons souscrit ou chez lesquels nous avons réservé nos parts pour que, quand ces fonds, dans quelques semaines, les lèvent, nous puissions les souscrire et que vous ayez une visibilité parfaite, quasiment parfaite, sur votre portefeuille de Private Equity Mondial 22 Altaroc. Alors, dans les gérants, on a choisi… Alors, à date, j'avais dit qu'il y a 6 fonds dans un millésime 22. Aujourd'hui, on a retenu 4 gérants. Chez un de ces gérants qui s'appelle HG, on a retenu 2 fonds. Donc, à aujourd'hui, on a souscrit ou réservé 5 fonds. Il nous en manque un dont je parlerai tout à l'heure. HG, c'est probablement le meilleur gérant dans le monde du private equity sur le secteur LBO software. Donc, c'est un acteur ultra spécialisé qui existe depuis 30 ans, qui fait que du LBO, que dans le software. Et non seulement il fait ça que dans le software, mais il a identifié 8 verticales du monde du software qu'il appelle des clusters, dans lesquels il s'est ultra spécialisé. Pour vous donner une petite idée, il y a 250 professionnels de l'investissement chez HG. Chez Sagard, j'en avais 13. Et on regardait une vingtaine de secteurs industriels avec 13 personnes. Eux, ils sont 250 sur un seul secteur qui est le software. Ça donne une idée de la verticalité de leurs équipes. Eh bien, je vous donne une idée des 8 secteurs qu'ils ont identifiés. Premier secteur identifié, c'est le monde de la comptabilité. Donc, il y a une équipe de 40 professionnels chez HG qui se concentrent exclusivement à chercher des éditeurs de logiciels dans le monde focalisés sur la comptabilité pour les acheter en LBO. Donc, ils font des LBO dans le software comptable. 40 personnes font ça. Cette équipe connaît intimement le monde du software dans la compta. Vous avez la même équipe de 40 personnes qui fait ça dans le monde de ce qu'on appelle le legal, donc dans le monde des avocats et des affaires juridiques. 40 personnes qui font ça dans le monde de la paye. 40 personnes qui font ça dans le monde des ressources humaines. 40 personnes qui font ça dans un autre univers qu'on appelle Office of the CFO, tout l'écosystème des directeurs financiers, puis 3 autres verticales. Ça donne un peu une idée de la verticalité sectorielle de HG. En termes de performance, HG, sur les 20 dernières années, c'est plus de 30% de TRI net par an. En termes d'exposition géographique maintenant, HG, c'est 60% Europe, 40% US. Il y a une vingtaine de sociétés dans le portefeuille de chaque fonds HG. Elles font en moyenne 20 à 25% de croissance par an et elles font en moyenne entre 30 et 40% de marge d'EBITDA. Donc, on est sur des sociétés absolument exceptionnelles. Ce fonds est totalement sursouscrit et pour faire simple, il n'y a jamais de place. Si vous voulez investir dans les fonds HG, vous n'y arriverez pas, il n'y a pas de place. Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on se bagarre avec Maurice pour convaincre les dirigeants d'HG que Maurice et moi connaissons bien, surtout Maurice d'ailleurs, pour nous faire une place. Il nous avait dit il y a 1 an et demi que ce ne serait pas possible. Puis il y a 1 an qu'il y aurait peut-être 10 ou 20 millions. Puis il y a 6 mois qu'ils aimaient vraiment notre histoire et qu'il y avait peut-être 30 ou 50 millions. Et on vient de souscrire 100 millions chez HG, 50 millions dans le fonds mid-market qui s'appelle Genesis et 50 millions dans le fonds large cap qui s'appelle Saturn. Voilà. On est très, très, très content d'avoir pu investir chez HG. Je pense que c'est un des meilleurs fonds de LBO software dans le monde. Et je pense qu'il est même meilleur que ses homologues américains parce qu'il fait ça depuis aussi longtemps, mais il est tout seul aujourd'hui en Europe. Alors qu'aux US, vous avez une dizaine d'acteurs sur ce marché. Les Golden Gate, les Summit, les TA, les Francisco Partners, les Thomas Bravo et les Vista de ce monde. Voilà. Alors, en bas à droite, on a souscrit dans Insight. Donc, Insight, c'est le software aussi et ce qu'on appelle les services liés au software. Même vertical qu'HG, à peu près 250 professionnels aussi, mais un prisme différent. D'abord, un prisme géographique différent. Ils sont beaucoup plus US que ne l'est HG. Ils sont 65% US, 25% Israël, 10% Europe. Et ce qui est très intéressant, eux se concentrent sur des sociétés en hypercroissance. Ils sont sur ce qu'on appelle le growth, alors que HG est sur le buyout. La croissance moyenne des sociétés d'HG, elle est entre 20 et 25%. La croissance moyenne des sociétés d'Insight, elle est de 110%. Les sociétés du portefeuille d'Insight font plus que doubler de taille en moyenne chaque année. Donc,
un portefeuille très intéressant, d'hypercroissance, très diversifié, plus de 100 sociétés par fonds chez Insight et une expertise de plus de 30 ans aussi et un track record remarquable. On est sur plus de 30% de TRI par an aussi depuis 20 ans. Donc, un des meilleurs fonds de growth equity mondiaux aussi dans le secteur de la tech. Ensuite, on a accompagné un fonds que certains d'entre vous connaîtront qui s'appelle Bridgepoint, qui est un des fonds les plus anciens en matière de LBO européen sur le segment du mid-market. Ce qui est très intéressant, alors Bridgepoint, c'est un superbe track record, c'est plus de 20% de TRI par an sur 10 ans, sur les 10 années passées. C'est un chouïa moins bon qu'Insight et HG, mais pourquoi est-ce que c'est moins bon? Parce que Bridgepoint est plus diversifié, alors que la tech a eu le vent en poupe sur 10 ans ou 20 ans. Bridgepoint investit en partie sur la tech, mais sur d'autres secteurs aussi qui ont un peu moins bien performé. Mais on est sur des pertes exceptionnelles néanmoins, on est sur 20% de performance historique. Alors, ce qui est très intéressant chez Bridgepoint, c'est qu'en dépit du fait qu'ils sont là depuis 1982, donc 40 ans de track, ils auraient pu décider de lever des fonds énormes, ils n'ont pas fait ça. Ils sont restés sur le mid-market qui est leur marché de prédilection. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans 10 bureaux européens avec un track magnifique, une présence d'acteurs. Ils sont l'acteur dominant sur le mid-market dans pratiquement tous les pays européens. Et ça leur donne deux avantages intéressants. D'abord, ils sourcent l'essentiel de leurs deals de façon propriétaire. Ça ne veut pas dire qu'ils payent moins cher, mais ça veut dire qu'ils ont l'opportunité de diligenter de façon beaucoup plus détaillée qu'un fonds classique les actifs qu'ils veulent acheter. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle le reach, le réseau mondial de Bridgepoint. Ils ont 10 bureaux européens où ils ont chaque fois plus de 20 personnes. Et ils font des deals dans ces pays, ils connaissent intimement les écosystèmes de ces pays. Mais ils ont aussi un hub de 15 personnes aux États-Unis où ils ne font pas de deal, mais où ils mettent à disposition de leur société de portefeuille tout le relationnel de ces 15 professionnels basés aux US, l'accès à des deals, l'accès à des build-up, les réseaux commerciaux, les réseaux relationnels de Bridgepoint, la capacité à trouver des équipes de management, à les aider à piloter le déploiement des BP de leur société de portefeuille aux US. Et ils ont la même équipe de 15 personnes dans un hub chinois basé à Shanghai. Donc, ce que Bridgepoint sait faire de façon remarquable, c'est accélérer ce qu'on appelle le rollout, l'internationalisation de leur société de portefeuille. Et c'est clairement une des clés de la performance de leur retour historique. Voilà. Et on les connaît intimement, Maurice et moi. Ensuite, on a investi 100 millions d'euros chez Apax LLP. Alors, certains d'entre vous connaîtront Apax France, qui est un fonds mid-market de qualité. Là, on est sur le cousin anglais, qui est 10 fois plus gros. C'est un fonds d'à peu près 15 milliards, un peu plus de 15 milliards de dollars. C'est un fonds qui est concentré sur le large cap. Nous, on pense que c'est le meilleur fonds de large cap basé en Europe. Alors, en termes de présence géographique, il est basé à Londres en termes de siège, mais il est plutôt américain. Il est 60% US, 30% Europe, 10% reste du monde. Il est exclusivement concentré sur nos 4 secteurs que sont le software, la santé, le digital B2C et le digital B2B. Il a réalisé plus de 25% de TRI net par an depuis 10 ans avec une performance superbe. C'est 350 professionnels de l'investissement, 50 ans de track record. Et il y a une chose qu'on aime énormément chez Apax LLP, c'est leur compétence sur le digital. Donc, il y a une équipe interne de plus de 20 personnes qui s'appelle Digital Excellence et dont la vocation est d'aider les sociétés de portefeuille d'Apax LLP à accélérer l'internationalisation la digitalisation de leur société de portefeuille. Donc ça, c'est un axe majeur de création de valeur chez Apax LLP et ça nous paraît très puissant et très performant. Voilà le portefeuille qu'on a construit, les 5 fonds pour l'instant à travers 4 gérants. Ce portefeuille, net de nos frais à nous, a livré sur les 20 années passées plus de 20% de rendement. Ça vous donne une idée de la qualité des gérants qu'on a choisis et de la qualité de la performance du portefeuille assemblé. Voilà. Alors, je vous ai mis ici un petit zoom, ça intéressera Bertrand. En termes de cash flow, qu'est-ce que ça veut dire d'engager 100 000 euros, par exemple, chez Altaroc? Bon. On tire vos capitaux sur 5 ans, donc on ne veut surtout pas de vos capitaux le premier jour. En pratique, on a le droit de faire 3 tirages par an. Alors, c'est intéressant, j'ai dit tout à l'heure, on a 6 fonds. Chaque fonds nous tire entre 6 et 10 fois par an. Ça veut dire que sur un portefeuille de 6 fonds, nous, on est tiré plus de 30 fois par an. Mais on va vous tirer, vous, 2 fois par an. Parce qu'on a mis en place au sein du fonds une ligne de revolver qu'on ne vous facture pas. Ça fait partie du modèle économique d'Altaroc. Et donc, vous serez appelé 2 fois par an, typiquement 1 fois par semestre. Donc, pour l'investisseur qui a engagé 100 000 euros, 10 000 euros le semestre 1 et 10 000 euros le semestre 2. À la fin de l'année 5, vous serez tiré entièrement. Alors maintenant, en termes de cash flow, qu'est-ce qui se passe sur vos distributions? Bon. Alors, pour le modéliser, on a pris le portefeuille qu'on a souscrit.
La performance historique de ce portefeuille, elle est supérieure à 2,6 fois la mise nette. Bon, si je vous avais fait une simulation à 2,6, vous m'auriez dit que ce n'est pas sérieux, puisqu'elle est de plus de 20% de rendement et supérieure à 2,6. Donc, on a simulé un cas qu'on a appelé un floor, un plancher, un cas dégradé à 1,7 fois la mise. À peu près 10% de TRI en moyenne et 1,7 fois la mise. Et on a regardé quelle était historiquement la séquence de cash flow. Eh bien, quand un fonds comme celui-ci vous retourne 1,7 fois la mise, soit 170 000 € pour un engagement de 100 000, comment est-ce qu'il vous les restitue? Il vous rend 10 000 € à partir de l'année 4, 10 000 € en année 5, puisque le fonds commence à vendre en année 4 et 5 ses premiers investissements, et il vous rend 40 000 € en année 6 et en année 7, ce qui fait qu'en fin d'année 7, vous êtes ce qu'on appelle cash break-even, vous avez récupéré l'intégralité de votre mise en fin d'année 7. Votre plus-value, vous la faites en année 8, en année 9 et en année 10, puisque vous recevez 25 000 € en année 8 et en année 9 et 20 000 € en année 10. C'est une simulation sur un cas à 1,7, mais ça illustre un principe important. Pour accéder à la qualité de ces retours, il faut être prêt à engager son capital sur 5 ans, accepter de récupérer son capital uniquement en fin d'année 7 et être en plus-value sur les années 8, 9 et 10. Ça vous illustre de façon très claire les engagements, ce qu'on appelle la courbe en J, des engagements en cash flow dans un portefeuille. Pour finir la présentation, Olivia et Bertrand, en termes d'informations sur les sociétés, vous aurez deux types d'informations. Vous aurez l'information sur les sociétés sous-jacentes. Ça, c'est disponible sur votre téléphone portable, sur votre laptop, sur votre PC. C'est disponible auprès des équipes de Bertrand et vous d'ailleurs. Et c'est disponible à tout un chacun. Donc, vous pouvez suivre toute l'actualité des sociétés de portefeuille. Ensuite, si vous voulez un reporting financier très fin de votre millésime, et là, c'est très individuel puisque ça dépend du quantum que chacun d'entre vous a souscrit, vous aurez sur votre portail investisseur tous les trimestres un reporting de qualité institutionnelle. C'est la même équipe que celle qui produit Altamir qui va le produire. Ça va être produit exactement au format Altamir qui est coté. Et vous saurez tous les trimestres d'où vient la perf, de quel secteur, de quel pays, de quelle typologie de deal. Et vous aurez, pour ceux que ça passionne, une granulométrie incroyable pour suivre secteur par secteur, géographie par géographie, d'où vient la performance des portefeuilles Altaroc. Voilà. Ce niveau de granulométrie aujourd'hui, il est très, très difficile de l'avoir, même dans les portefeuilles institutionnels. Mais on a voulu, en transparence totale, le donner aux souscripteurs d'Altaroc. Donc, voilà en deux mots, Olivia et Bertrand, ce qu'on a construit. C'est ça la plateforme Altaroc. C'est clé en main, un portefeuille global du meilleur du PE mondial, disponible à partir de 100 000 € et de qualité équivalente à celui que les plus grands instituts ou les plus grandes familles se construisent chaque année en investissant des sommes 1000 fois supérieures. C'est piloté par deux pros du PE, très engagés, très investis, personnellement et financièrement dans les millésimes à la tête d'Altaroc, avec 26 personnes aujourd'hui. Voilà Olivia et Bertrand, ce qu'on a construit à aujourd'hui. Eh bien, Frédéric, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante et instructive. On a eu beaucoup de questions sur le chat, c'est bien, c'est interactif, c'est très intéressant. Olivia a répondu au fil de l'eau à toutes les questions, il me semble. J'avais pour ma part une question, Frédéric, à vous poser qui, à mon avis, va intéresser tous nos clients, parce que c'est une question qui revient beaucoup actuellement. Par rapport aux annonces qui sont faites un petit peu partout de récession éventuelle, contexte d'inflation un petit peu anxiogène. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre avis sur l'impact que ça pourrait avoir sur le marché du private equity? Est-ce que c'est le bon moment par rapport à ce contexte un petit peu particulier? Là, Bertrand, je vais donner mon avis. Voilà. Il y a des choses que je peux dire sur lesquelles je suis très confortable et des choses sur lesquelles je vais juste donner mon avis. Et j'aime bien séparer les choses parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis très convaincu, c'est noir ou blanc. Et puis il y a des choses, c'est un peu plus gris et je donnerai l'avis d'un professionnel averti. Bon. Le millésime Altaroc, il fait quoi? Il vous expose, ou il expose un de vos clients, à 6 fonds d'exception qui, sur les 30 ans passés, ont été parmi les tout meilleurs performants mondiaux. Donc, notre métier chez Altaroc, c'est de construire des portefeuilles surperformants par rapport au marché du private equity. Donc, nous, on vous livre 6 fonds qui lèvent de l'argent cette année, qui sont inaccessibles au privé, très difficilement accessibles aux instituts même,
et qui sont les meilleurs élèves de la classe du private equity mondial. Ça, c'est notre mandat. Bon. Après, vous me posez une question. Donc là-dessus, je suis très convaincu. Alors après, est-ce que sur les 6 fonds que j'ai choisis, il y en a un qui peut défaillir sur les 10 années qui viennent? C'est possible, Bertrand. Ils ne l'ont jamais fait sur les 30 ans passés. J'ai rencontré avec Maurice les 15 partenaires clés de chacun des 6 fonds. On s'est assuré du mieux qu'on peut que ces firmes-là sont juste extraordinaires. Notre conviction, c'est qu'elles le sont. Et chiffre à l'appui, c'est les meilleurs performeurs du marché depuis 30 ans. Bon. Ça, c'est black and white pour moi. Bon. Alors l'AMF dira, c'est ton avis, Fred. C'est vrai, mais là, c'est l'avis de Maurice et Fred. On y a mis 33 millions d'euros à titre perso. Donc, on est extrêmement convaincus et très alignés. Après, vous me posez une question beaucoup plus compliquée. Est-ce que le millésime 22 sera meilleur que le millésime 23 ou moins bon que le millésime 21? C'est difficile cette question-là, Bertrand, parce que là, vous me demandez de prendre un pari. Frédéric, on a un petit souci de liaison, on dirait. Enfin, personnellement, je ne vous entends plus. Olivia, peut-être, tu nous entends? Excusez-nous, mesdames et messieurs, on a un souci apparemment de liaison. L'image s'est figée, visiblement. Ce n'est pas que chez moi. On va attendre un petit peu peut-être de voir si ça se remet. On dirait que effectivement, ça a l'air de durer un petit peu. Donc en tout cas, j'espère que la présentation de Frédéric vous a semblé intéressante. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Elle me semble particulièrement pertinente, cette solution d'investissement. Olivia, est-ce que tu sais si Frédéric peut reprendre la réponse ou... On ne t'entend pas non plus, hein, Olivia. On a un souci de micro apparemment. Bertrand? Frédéric, on vous a retrouvé. On a eu un petit souci technique apparemment. Excusez-moi. Vous m'entendez bien? Très bien, c'est bon. On vous entend. Je pense que tout le monde doit vous entendre également. C'est vraiment le plus important. Alors, je disais, je vais donner mon avis. Bon. C'est pas, là, je n'affiche pas une certitude, je donne juste un avis. L'histoire a démontré que le meilleur moment pour investir en private equity, c'était en début de cycle récessif. Bon, pour des raisons que j'ai explicitées tout à l'heure. À savoir que les multiples d'entrée sont dégradés et que les assiettes sur lesquelles on achète sont dégradées aussi. Donc, depuis 50 ans, Bertrand, le meilleur moment pour investir en private equity, c'est en début de récession. Maintenant, je vais être très honnête. La famille Desmarais m'avait dit en 2009, Fred, pendant 2 ans, on ne fait rien. Le monde s'effondre, tu ne touches pas à un deal. Donc, on n'a pas fait de deal. Et on a raté la plus belle fenêtre de l'histoire depuis 20 ans. Bon. Mon sentiment aujourd'hui, et on commence à le voir, Bertrand, là, les prix des actifs de private equity ont baissé de 15% en 3 mois. Les assiettes d'EBITDA commencent à être impactées et dégradées. Donc, mon sentiment, c'est que si on accompagne des fonds d'exception, le point d'entrée aujourd'hui est vraiment intéressant. D'autant que, et c'est un autre point important, un engagement dans un fonds de private equity, ce n'est pas 100% du fonds déployé aujourd'hui. C'est à peu près 20% du fonds déployé par an pendant 5 ans. Donc, c'est à peu près, si je simplifie, c'est 5 points d'entrée lissés sur 5 ans. Mon sentiment, c'est que mais ça c'est mon sentiment, Bertrand, c'est que la fenêtre d'entrée, elle est très intéressante pour entrer aujourd'hui sur le private equity. Alors là, je vais donner un avis très personnel.
Certains me disent, tu sais Fred, en fait, c'est la fin du monde qui arrive. Poutine va rayer la planète de la carte. Si on pense ça, c'est pas Altaroc qu'il faut faire, c'est acheter une île à côté de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande et attendre que ça passe. Et dans ces scénarios-là, le millésime Altaroc n'est pas performant. Ou en tout cas, j'en sais rien. Si maintenant on pense juste qu'on est dans une récession très sévère, et on a vécu des récessions terribles, Bertrand. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié qu'en 2009, 2008, le monde s'effondrait. Tous mes copains ouvraient 20 comptes en banque parce qu'on était convaincus que si on avait 1 million de patrimoine, ou 5 millions ou 10 millions, il fallait l'équidistribuer sur 20 banques pour être couvert par les garanties bancaires. Donc, oui, on va rentrer dans un monde complexe, mais enfin, les 3 dernières crises mondiales étaient graves. La crise des subprimes en 91, le système financier était au bord de l'effondrement. En 2001, la bulle Internet, elle explose. Les attentats du 11 septembre font craquer la géopolitique mondiale. Et en 2008-2009, les banques mondiales s'assoient pour éviter que le système n'implose. C'était les 3 meilleurs millésimes de private equity mondiaux depuis 50 ans. Donc, mon sentiment perso, encore une fois, je suis très convaincu qu'on a choisi les tout meilleurs gérants. Alors, est-ce que c'est les 6 meilleurs, les 7 meilleurs? Je ne sais pas. Mais on a 6 gérants extraordinaires. Mon sentiment, c'est que c'est un bon moment pour investir. Et surtout, l'histoire nous le démontre, et vous aurez 5 points d'entrée sur le millésime. Et je vous fais 2 anecdotes pour démontrer pourquoi l'argument semble étayé. Sur les 100 millions de co-investissements du fonds 2, on a déjà fait 2 co-investissements, Bertrand, aux côtés de HG. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait 100 millions de co-invest uniquement à côté des fonds qu'on a accompagnés. HG nous a invités dans ces deals, totalement propriétaires. Ce sont des boîtes qu'HG suit depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'HG fait des offres pour acheter ces boîtes. Alors, ils bident à peu près au même prix depuis 10 ans et le vendeur, en termes de multiples, et le vendeur n'est pas vendeur. Et bien là, le vendeur est vendeur. Donc, on vient de faire 2 deals avec HG à des multiples qui, il y a 1 an encore, n'étaient pas accessibles. Donc voilà, ça donne une idée du fait que sur des actifs d'exception, les prix s'ajustent. Alors, pour être totalement exhaustif, les marchés cotés ont baissé de 20 à 25%, ça dépend des marchés. Le private equity, il n'a pas encore baissé de 20 à 25%, parce qu'il y a encore beaucoup de capitaux. Mais il a commencé à baisser. Donc, je pense que c'est un moment intéressant pour rentrer, surtout si vous êtes exposé à des très bons fonds. Donc, Maurice et moi, cette année, on va réengager 33 millions. D'accord. Je suis assez d'accord qu'effectivement, il y a des opportunités qui se présentent, hein, bien sûr. Quand, chaque fois qu'il y a une crise, il y a des possibilités d'investir sur des actifs peut-être décotés ou d'avoir des prix qu'on n'a pas eu depuis un certain temps. Et effectivement, c'est peut-être un bon moment pour faire son marché et accéder à des deals qu'on n'aurait pas pu accéder précédemment. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de concurrence également, peut-être dans un contexte comme celui-ci. Peut-être qu'il y a certains acteurs qui deviennent un peu frileux également. Donc, alors, ce qui est aussi important, Bertrand, c'est que je pense que c'est intéressant d'investir aujourd'hui sur des actifs d'exception. Il y a une chose que je ne ferai pas, par contre, hein, c'est que, parce que je rebondis sur ce que vous avez dit, faire son marché. On a construit un portefeuille très costaud de fonds qui accompagnent des boîtes qui ont, par exemple, un pricing power très important. Donc, acheter des boîtes aujourd'hui à des prix décotés, des boîtes d'exception, ça, c'est intéressant. Donc, je prends les 2 actifs qu'on a accompagnés en co-invest avec HG. Ces 2 éditeurs de logiciels SaaS qui, cette année, ont augmenté leur prix de 8 et 9% cette année. Donc, est-ce que c'est une bonne couverture contre l'inflation, le portefeuille Altaroc? Je pense que oui. Parce que les fonds qu'on a accompagnés ont investi dans des sociétés qui fournissent des services fondamentaux dont on ne peut pas se passer. Donc, après, est-ce que c'est moral ou pas? C'est un autre sujet. L'éditeur de logiciel a augmenté ses prix de 9%. Si vous êtes fâché, vous pouvez décider de vous déconnecter, mais vous ne pouvez plus opérer votre business. Donc, des fonds qui accompagnent des boîtes dont le pricing power est important, je pense que c'est fantastique. Et c'est ça qu'on a envie d'avoir comme actif réel dans ces portefeuilles aujourd'hui. Ça me semble tout à fait pertinent, effectivement. Je pense qu'on verra aussi la différence entre les gérants peut-être qui ont profité d'un marché qui montait et qui ont peut-être eu un peu de chance avec des multiples qui augmentaient naturellement, et ceux qui créent vraiment de la valeur via l'investissement sur un marché qui est peut-être un peu plus difficile, mais qui permettra peut-être aussi de mieux voir ceux qui sont performants et ceux qui le sont un peu moins. Tout à fait. Mais là,
C'est pour ça aussi, Bertrand, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit un truc important. On a choisi chez Altaroc d'accompagner des fonds qui ont 30 ans d'histoire. 30 ans d'histoire, ça paraît immense, mais en fait, c'est pas très long, c'est 4 millésimes. Nous, on pense qu'il faut 4 millésimes pour savoir. Il faut avoir traversé 2 crises graves pour savoir si un fonds est très bon ou chanceux. Donc, un fonds qui a fait un très bon millésime, voire 2, c'est peut-être de la chance. Un fonds qui a fait 4 millésimes fabuleux, c'est pas de la chance. Surtout, parce qu'après, c'est encore un autre travail, quand on décortique la performance d'un fonds, on ne va pas uniquement regarder si son TRI est bon. On va regarder qui a fait les deals, quelle est la volatilité autour de la moyenne. Est-ce que les partenaires qui ont fait les deals à succès sont encore là? Comment le carry est distribué entre les partenaires? Est-ce que la firme a bien géré sa succession? Est-ce que les partenaires de 60 ans est-ce qu'il y a une succession prévue entre des partenaires de 60, des partenaires de 55, des partenaires de 50 et des plus jeunes partenaires de 40 ans? Ça fait aussi partie de tout le pari qu'on prend quelque part quand on fait cette analyse, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une équipe qui a fait des deals fabuleux par le passé. La question, c'est est-ce qu'elle va faire des deals tout aussi qualitatifs sur les 10 années à venir? Il y a des dizaines de critères pour faire cette estimation et c'est notre métier. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions via le chat, peut-être? Olivia, est-ce qu'il y a des choses peut-être en suspens? Non, j'ai l'impression Ah, attends, il y a une question qui vient d'arriver. Que se passerait-il si Maurice et Frédéric venaient à disparaître, Frédéric, pour Altaroc? Question pertinente, effectivement. Faites attention parce que Maurice écoute souvent ces vidéos, donc je vais faire attention à ce que je dis. Alors, bon, c'est une très bonne question. Maintenant, je suis parti de chez Sagard, la levée de fonds a été beaucoup plus compliquée que prévu. Parce que quand vous avez 4-5 partenaires clés dans un fonds, quand il y en a un qui s'en va, c'est compliqué. On fait, nous, un métier différent chez Altaroc. Notre métier chez Altaroc, c'est de choisir des gérants d'exception et de les superviser. Alors, sans sursimplifier ce qu'on fait, le millésime 22, il est carrément fini, Bertrand, il est quasiment fini. Et si je venais à disparaître aujourd'hui, ou Maurice, le millésime 22, il sera appelé chez les gérants d'exception, il ne se passera pas grand-chose. Parce que ce n'est pas nous qui sommes aux commandes des fonds sous-jacents, on a choisi et construit un portefeuille d'exception. Si Maurice et moi, on venait à disparaître, il y a 2 sujets de nature différente. Aujourd'hui, Maurice, il a sponsorisé le millésime 22 et il a utilisé sa fortune personnelle et Altamir pour le faire. Alors, on a posé une feuille de route avec Maurice et je dirais, Maurice et sa famille, on a gravé dans le marbre que lui et ses enfants avaient envie, sur les générations à venir, de continuer à sponsoriser les Altaroc. Donc, le soutien financier de la famille de Maurice, il est cranté. Bon. Donc, au niveau des soutiens financiers, du sponsor, c'est acté, ça, Bertrand. Et c'est des choses qu'on a préparées de longue date avec Maurice. Après, si je venais à disparaître, alors, ça aurait été, bon, ça fera de la peine à ma femme et à mes enfants, mais pour les investisseurs, la seule chose, c'est que ça prend une énergie considérable pour construire Altaroc. Ça fait 3 ans que j'y travaille. Aujourd'hui, je ne suis plus tout seul, on est 26, donc il y a toute une équipe autour de moi. Pour convaincre les fonds de private equity de nous laisser rentrer, c'est un gros travail, Bertrand, parce que ces fonds, ils n'ont pas besoin de nous, donc on n'est pas rentré du pourquoi et comment est-ce qu'on est rentré dans ces fonds, mais c'est très difficile et c'est parce que je connais bien l'industrie et que Maurice connaît bien l'industrie et qu'on leur vend toute une histoire autour d'Altaroc qu'on rentre. Bon. Le vrai risque, le pire des risques, c'est qu'il n'y ait pas de millésime 23. C'est que si Fred passe sous un camion, il n'y aura pas de millésime 23, encore que ce n'est pas certain, parce qu'on est en train de recruter toute une équipe à nos côtés, Maurice et moi. On n'a qu'une seule envie, c'est de créer une boîte qui nous survive quelque part. Bon, alors, on y met énormément d'énergie, on y met énormément de moyens. On est très investi personnellement, réputationnellement, physiquement même dans le projet. Maintenant, je pense qu'on est 26 aujourd'hui, il y a une équipe opérationnelle qui est juste exceptionnelle. On a recruté des gens comme Dimitri pour nous accompagner. On va continuer à recruter de façon senior. Et ce projet, c'est déjà une boîte industrielle, Bertrand. Aujourd'hui, on va collecter 500 millions cette année. On est référencé chez 12 assureurs vie. Altaroc, c'est déjà un projet industriel. Et encore une fois, le pire du pire, Bertrand, c'est que je ne sois pas là sur l'écran avec la même énergie l'année prochaine. Bon,
Donc, les clients de réduction d'impôt n'auront peut-être pas un millésime 23 aussi passionné et engagé, mais sur le millésime 22, il ne va rien se passer. Voilà. Très bien. Très bonne réponse. Merci. On a un petit peu dépassé l'horaire prévu. Je pense qu'on va peut-être conclure, Frédéric. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, voilà, je crois que c'est… On a une dernière question. Ah oui, Olivier nous signale une dernière question, pardon, excuse-moi. L'augmentation du nombre de sociétés créées ne complique-t-elle pas l'avenir? Ne complique-t-il pas l'avenir? L'augmentation du nombre de sociétés créées au sens la taille du fonds? Oui, la réponse est oui. Alors, on fait quelque chose de très compliqué là chez Altaroc. C'est une bonne question parce que chez Sagard, on avait 25 clients. Un gros fonds de private equity mondial, un très gros, il a 80 clients. Nous, on a déjà 2500 clients sur le fonds numéro 2, Bertrand. Donc aujourd'hui, ce qui est amusant, ce qu'on essaie de faire, ça n'existe pas. C'est une vraie révolution. Faire souscrire un client réduction d'impôt en 5 minutes par ton entremise, ça n'existe pas. Une famille qui voulait investir chez Sagard, elle mettait 4 à 5 mois pour souscrire. Chez Altaroc, on est en train de changer tous les codes du private equity. Tout ce qu'on fait, alors, en investissant dans des fonds d'exception à l'actif, on fait comme le font les plus grandes familles, mais au passif, on révolutionne tout le code du private equity. C'est compliqué. Pourquoi on a recruté Laurent Laloy, qui était le patron de la technologie chez Sopra? Parce que pour gérer notre middle et notre back-office, il faut réinventer les codes du private equity au niveau des usines. Donc, c'est très compliqué. Pour te donner un autre exemple, il y a 13 dépositaires dans le monde qui acceptent de gérer les fonds de private equity. On a parlé aux 13. Je suis copain avec 12 d'entre eux. Ils me mangeaient dans la main quand je m'appelais Sagard. Là, il y en a un seul qui a accepté de travailler avec nous parce qu'ils ne savent pas gérer les clients privés. Donc, ce qu'on fait, c'est compliqué. Et encore, il a accepté de travailler avec nous parce qu'on campe chez lui pour l'aider à développer la technologie pour gérer éventuellement les défauts des clients privés. Donc, tout ce qu'on fait est complexe. Maintenant, on m'a dit il y a 3 ans, Fred, ton idée est intéressante, mais elle ne marchera jamais. C'est beaucoup trop compliqué. Et puis, les fonds de private equity ne te laisseront pas rentrer. Et puis, les CGP ne comprendront pas ce que tu dis. Et puis, les banques privées ne voudront pas se distribuer. Et puis, les assureurs vie n'accepteront jamais des souscriptions en private equity. Bon. Mais je leur disais, mais vous réalisez que les plus grandes familles investissent 30% de leur patrimoine en PE. Il faut absolument qu'on amène cette classe d'actifs aux clients privés. C'est presque une responsabilité morale. Donc, on est parti en croisade. Vraiment, chez Altaroc, on a une mission, apporter le meilleur du PE mondial, vraiment le meilleur du PE mondial à des clients privés avec une infrastructure d'exception, 100% digitale. C'est un challenge tous les jours. Nos usines sont beaucoup plus digitales que celles des plus grands fonds mondiaux de private equity. Mais pour faire ça, il fallait l'infrastructure Bertrand qu'on a montée. On invente le middle et back office tous les jours avec des gens ultra pointus, mais c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Mais c'est aussi compliqué d'évangéliser, d'expliquer ce qu'on fait. Dans le monde d'hier, je convainquais des familles en 2 rendez-vous de mettre 100 millions dans nos fonds Sagard. Eh ben aujourd'hui, je fais 1h30 de présentation à tes côtés pour expliquer à tes clients et peut-être à tes prospects pourquoi c'est important d'investir en private equity, comment et pourquoi Altaroc apporte une solution différenciante. On est passionné, on a un engagement absolument incroyable et nous, on pense que c'est le sens de l'histoire. Eh bien, c'est pour ça qu'on fait ça au quotidien. C'est pour ça que Maurice et moi, on adore l'histoire. C'est pour ça qu'Olivier adore l'histoire. Et c'est pour ça que les 26 personnes qui nous ont rejoints et qui ont toutes quitté des très, très, très gros jobs sont passionnés par ce qu'ils font tous les jours. En tout cas, vous le faites remarquablement bien. En tout cas, effectivement, félicitations. C'est très convaincant. Vous avez déployé une très belle technologie pour l'accompagnement effectivement des investisseurs, de très beaux supports également, très instructifs. Je vous félicite pour tout ce travail que vous avez accompli en assez peu de temps, effectivement. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le marché qui en ont fait beaucoup moins en beaucoup plus longtemps. Vous avez déployé une énergie assez spectaculaire. On va clôturer cette réunion sur un dernier mot, peut-être. Merci en tout cas Frédéric et Olivia d'avoir organisé cette réunion. Peut-être que Olivia, tu veux dire un petit mot pour terminer, pour clôturer la réunion?
Non, on dirait pas. Peut-être qu'elle a toujours son problème de micro. Écoutez, je vais le faire le mot de la fin. Je vous remercie tous de vous être connectés. Merci encore Frédéric d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer tous ces éléments passionnants sur le private equity. Si vous avez des questions, bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On est bien entendu là pour répondre à toutes vos questions avec également les équipes d'Altaroc en soutien. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Merci Bertrand.